Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quotidienne du 2 février. Déjà, ça va vite, on est déjà en février. On va faire un tour sur les news du jour, on va regarder rapidement quelques graphiques. En réalité, il se passe pas grand chose, donc je vais pas en faire tout un plat par rapport à mes quotidiennes, ma quotidienne d'hier par exemple. Et on va pas mal parler en revanche de la protection de ces cryptos. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes à considérer. Donc c'est assez intéressant de parler de tout ça. On commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On voit qu'on est pas mal dans le vert. Et ce qui nous choque, enfin ce qui saute un peu aux yeux, c'est que Link, déjà c'est très bien, mais c'est surtout les altcoins qui sont dans le vert et pas Bitcoin et Ethereum qui eux stagnent comme d'habitude, hein, ne bougent pas trop et ont beaucoup moins de volatilité. Niveau des volumes, c'est très faible en réalité, 20 milliards et 8 milliards sur Ethereum. Ethereum c'est vraiment plutôt faible. Dans les journées normales, on était plus entre 10 et 15 milliards de dollars de volume par jour. Niveau des prix, on est monté un petit peu, on a pris quelques pourcents, mais franchement, on ira voir sur les graphiques, il n'y a rien d'extrêmement intéressant. Et des cryptos, des très bonnes performances, c'était Chainlink. Chainlink que je voulais acheter sur le challenge 10K ou 100K, mais je voulais vendre mes ETH, que je pense que vous avez suivi, pour acheter du Chainlink par exemple, mais j'étais un peu trop gourmand, et malheureusement, ça n'a pas, c'est pas venu sur ma zone d'entrée, donc tant pis, hein, mon plan ne s'est pas réalisé, mais c'est la vie. On commence directement sur Twitter avec news. Je sais pas si vous l'avez vu passer, on va dire un peu plus généraliste, mais assez intéressant je trouve. C'est le CEO c'est pardon, Elon Musk tout simplement, monsieur de Tesla, SpaceX, etc. euh, qui est entré un peu en guerre avec l'État du Delaware. Alors le Delaware, je suis pas extrêmement familier non plus avec les règles de loi aux États-Unis, mais de ce que j'ai compris, c'était une sorte de paradis fiscal où c'est là où beaucoup d'entreprises avaient leur siège euh, dans cet État-là parce qu'il y avait des fiscalités très intéressantes. Et j'en ai vu le cas concret parce que l'année dernière, donc en 2023, j'étais à Bangkok pendant 3 mois. Donc là-bas, j'ai rencontré pas mal d'expats français, dont un que je fréquentais pas mal. Et lui, par exemple, il s'était ouvert une société écran, une société transparente, il me disait, au Delaware, où il recevait sa paye là-bas, alors qu'il n'avait jamais mis un pied là-bas. Et ensuite, son argent, il était clean et il n'était pas imposé ni en France, ni à Bangkok, etc. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de cas comme lui et des entreprises un peu plus grosses qui font un peu la même chose. De ce que je comprends. Et aussi, donc là, il y a eu une juge du Delaware qui a pris une décision qui pesait pour 56 milliards de dollars contre Elon Musk. À cause de cette décision-là, de ce que j'ai compris, Elon Musk n'a pas touché 56 milliards de dollars. Après, ça se trouve, il ne devait pas les toucher, soit, j'ai rien à dire là-dessus, je n'en sais rien. Les règles sur les entreprises, c'est assez compliqué, mais c'est énormissime. Et du coup, il a tweeté, il a fait pas mal de tweets en disant si vous voulez ouvrir votre boîte, n'allez pas dans le Delaware. Et la chose un peu plus concrète, c'est qu'il veut transférer euh, ses boîtes du Delaware au Texas, par exemple. Mais bon, c'est sûr que c'est une décision à 56 milliards, même pour lui, ça commence à faire pas mal d'argent, 56 milliards. Ensuite, on a une autre news assez un peu étrange, mais c'est Andrew Tate. Andrew Tate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement l'homme le plus connu sur Terre. Assez bizarre de le dire comme ça, mais ça l'est. Euh, En gros, c'est un gars, un entrepreneur qui est assez controversé parce qu'il dit des choses assez choquantes dont certains adhèrent, d'autres n'adhèrent pas du tout, mais dans tous les cas, il fait parler de lui. Et en gros, il a pris d'assaut TikTok pendant tout le confinement et depuis 3-4 ans, il a pris d'assaut TikTok. Et tout simplement, c'est l'homme le plus cherché sur Internet depuis, devant Trump, etc. Et donc, Andrew Tate envisage de créer une crypto-monnaie soutenue par 100 millions de ses fonds personnels. Donc, c'est un entrepreneur, c'est un gars, il est très riche, quelques centaines de millions. Et là, ça me semble bizarre quand même, parce que ça ressemble vraiment à un crypto scam. Donc, faut voir où ça en est. Surtout qu'à d'habitude, lui, franchement, sur les cryptos, il était plutôt assez clean. Il disait, les gars, juste à acheter du bitcoin, de l'Ether. Ne suivez pas tous les autres scams qui ont la promotion parmi tous les influenceurs, c'est que de la merde. Mais là, finalement, 2 ans plus tard, c'est lui qui va le faire à l'aube d'un bull run. Donc, très bizarre, je pense qu'il y aura une sélection naturelle, évidemment. La crypto, faut pas l'acheter. Si vous voulez vous amuser, il faut mettre 0,01% de votre capital dans le cas où ça pump, parce que tout le monde devient fou à cause de cette crypto-là, mais faut vraiment pas y croire, et c'est sûr qu'elle ne servira à rien. Donc voilà, assez intéressant. Ensuite, on a le CEO de Polygon Labs qui annonce le licenciement de 60 salariés, soit 20% des effectifs, pardon, et ça vient suite. C'est pas la première des annonces comme ça, il me semble que c'était il y a 6 mois ou un an, ils avaient déjà fait une annonce comme ça, où ils faisaient pas mal de licenciements. Donc là encore 20% c'est beaucoup honnêtement, hein. 60 personnes, c'est 60 familles qui sont impactées. Après bon c'est le business, hein, ça se trouve ils ont pas le choix, j'imagine qu'ils ont pas le choix. Euh, c'est dommage et ça montre vraiment que le bear market ça laisse pas mal de traces. Et alors que Polygon Matic, enfin franchement moi je pense que c'est une des meilleures layer 2, si ce n'est la meilleure layer 2 sur Ethereum. Je pense que c'est un des projets qui a le plus de potentiel. Donc, si même eux c'est très compliqué pour eux, bah, j'imagine pas l'état des caisses des autres projets
assez compliqué, mais je pense que dans tous les cas, c'est lié aux cyclicités, et que dans un an, avec le bull market, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, on a un maxi, j'imagine, hein, mais un maxi EGLD. En gros, EGLD, pour vous donner ma position, moi j'en avais, j'en ai hold pendant un an, pendant le bear market, et j'ai vendu à 15 ou 20% de perte. Et c'était quand même une assez grosse ligne pour moi. En fait, depuis, je me suis rendu compte que aucun sens, quoi. Au début, entre guillemets, il m'avait eu avec tous les aspects marketing, etc. Et je me suis laissé embrumer. J'ai rien contre GLD, hein, mais en fait, ça me convient pas du tout dans mon profil. Et donc, par exemple, Benjamin Mingku, qui est le CEO fondateur de GLD, a fait un compte à rebours pendant tout le mois de janvier en faisant 23 jours, 22 jours, 20 jours, 19 jours. Donc, c'est un compte à rebours pendant un mois, c'est un gros compte à rebours. Et à la fin, au jour J, il annonce rien. Il fait juste il annonce un PDF pour d'autres annonces. Qui dit juste, il fait un tweet, quoi, en gros. Normalement, quand tu fais un compte à rebours comme ça, tu fais une vraie news de dingue, quoi. Et donc, franchement, la communauté UGLD, elle est super forte parce que, bah, même eux, ils l'ont un peu à l'envers, alors qu'ils ont l'habitude d'être attaqués sur GLD. Même tous les maxi qui sont, franchement, UGLD dans la communauté UGLD de la communauté française, c'est, je pense, une des communautés les plus engagées, qui n'est pas trop appréciée, pour être franc, parce qu'ils sont un peu trop engagés, justement. Et donc là, même eux, ils ont du mal avec cette annonce-là. Franchement, je trouve qu'ils font n'importe quoi. Multiversix et tout le rebranding, etc. Déjà, j'étais pas fan. Là, c'est full marketing, ils ne nous annoncent rien. Il a fait un compte à rebours pour des annonces d'annonces. Donc, il n'annonce rien. Il dit qu'il build, qu'il va changer le monde, etc. Mais ça fait un an, il n'a pas sorti une vraie news, quoi. Donc, franchement, encore plus déçu. Et heureusement, et content d'avoir vendu mes EGLD il y a quelques mois. Ensuite, on a Cathy Woods qui, je vous la fais en courte, mais qui, durant l'année dernière, disait que la bonne allocation du Bitcoin était en dessous de 5%. Il me semble que c'était 4%. Elle disait, ouais, dans les gestionnaires d'actifs, si vous avez 4% de Bitcoin, c'est idéal. Et là, elle est passée à 20%. Moi, je pense qu'elle sert un peu sur la vague et qui est simplement, c'est pour faire la promotion de son ETF Bitcoin, parce que tu passes pas de 4 à 20% en 6 mois, tu vois. En revanche, si tu voulais dire, il faut 1% de ton wallet en Bitcoin, bah, c'était plus intelligent de prendre cette décision il y a 6 mois, parce que le Bitcoin, il a fait x2 depuis. Donc, un peu bizarre. Et elle, franchement, elle a des prévisions pour le Bitcoin qui sont un peu folles. À chaque fois, c'est au-dessus de millions de dollars. Donc, bon, je pense que c'est clairement un personnage à l'américaine. Il faut faire attention avec ses prédictions. Je suis en retard, je suis trop lent. Ensuite, on a une saisie de plus de 61 000 BTC en Angleterre à cause d'une fraude de 1 milliard de dollars en Chine. On en entend même pas parler, mais c'est une grosse fraude, forcément à plus d'1 milliard en Chine. Et donc, voilà, le gouvernement anglais, qui lui aussi, comme le gouvernement américain, devient milliardaire en Bitcoin. Aujourd'hui, donc, on va parler pas mal de sécurité. Je sais pas si je vais vous montrer les graphiques, peut-être très rapidement les graphiques, franchement, il n'y a pas trop de choses à dire. Donc, on va parler pas mal de sécurité. Un des nouveaux hacks, on va dire, une des nouvelles fraudes qui est pas mal utilisée en ce moment, ça s'appelle le SIM swap. Et bah, c'est tout simplement ce dont a été victime la SEC. Et c'est pour ça que apparemment un individu, un malfaiteur, a pu prendre accès à leur compte Twitter. C'est en gros le principe, c'est un gars qui va, ça c'est sûr, hein. Déjà faut être sûr, c'est que nos données, elles sont échangées sur le dark web quelque part. Je pense que vous comme moi, tous, nos données elles sont vendues et nos données elles sont dans les mains de gens qui sont pas fers. Et par exemple, j'avais regardé aussi un documentaire pour les gens qui habitent à Paris. Il y a des voitures qui tournent à Paris avec des sortes de machines dans les voitures qui font des tours de blocs et qui vont récupérer tous les numéros de téléphone de tous les gens qu'il y a dans les immeubles. C'est fou. Et simplement, une fois que quelqu'un a ton numéro de téléphone et ton nom, etc., il va appeler ton opérateur, il va dire ouais, j'ai perdu mon téléphone, change-moi ma SIM avec la SIM que je viens d'acheter, machin. Donc il va se faire passer pour vous. Et parfois ça passe. Et lorsque ça passe, et bah, vous n'avez plus accès à votre numéro de téléphone. Et ça c'est un désastre. Parce que bah, vous savez que tous les exchanges, etc., ils vous envoient un SMS. Pour changer vos mots de passe, généralement vous allez recevoir des SMS. Donc celui qui a accès à vos SMS, celui qui fait un SIM swap, franchement c'est catastrophique. Et le plus important, c'est nos exchanges crypto. Tout ça, donc franchement, le mieux à faire, on ira parler tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle le 2FA, le Two Factor Authentificators. Alors, pas par SMS du coup, évidemment, mais sur une application qui est donc par exemple Google Authentificator. Et toutes les 30 secondes, ça va vous générer un code aléatoire. Et moi, ce que je fais, c'est que mon Google 2FA, il n'est pas synchronisé dans le cloud. Même si quelqu'un a accès à mon adresse mail, il a accès à mon Gmail, etc. Donc c'est catastrophique, mais il n'a pas accès à cette application-là. Cette application, ces codes, ils sont enregistrés que sur mon téléphone. Il y a un téléphone de backup. Sinon, celui qui a accès à mon adresse mail a accès à tout. Donc voilà, ça je vous conseille de le faire. Je pense que c'est la couche la plus sécurisée qu'on puisse faire pour avoir un 2FA
Et quand même, un 2FA, c'est un must-have. Il faut en avoir un dans les cryptos pour vous connecter à vos exchanges, pour accéder à vos wallets. C'est vraiment pratique. Ensuite, niveau graphique, très rapidement, mes bitcoins, on est encore dans notre range. Je laisse, comme d'habitude, mon scénario du ABC pour aller venir retaper peut-être une sorte de flash mini crash autour des 38 000 $. Franchement, je le vois bien et j'espère. Niveau Tao, bah, on dirige tranquillement, hein. L'idée, c'est toujours été ça. On peut peut-être revenir. Alors, j'ai vu des gens dans le Telegram qui avaient des zones d'achat assez intéressantes, qui me semble c'était autour de 350. Pourquoi pas. Si le marché, si le Bitcoin va à 38 000, le Tao ira largement à 350. Donc franchement, c'est des bonnes zones d'entrée et il faut un petit DCA. Donc comme ça, même si le marché, même si le Tao repart à la hausse, et ben au moins ils sont dans le train et ils vont pas se FOMO. Donc je pense que ça, c'est un bon plan. On a l'analyse technique qu'on a faite pas mal, qui s'avère pas mal sur Caspa. Et c'est là où l'analyse technique est intéressante. Il faut pas que ce soit la raison principale d'un investissement. Ça vient après l'analyse fondamentale. Et donc pour savoir d'un point d'entrée, et ben regardez, juste ici, c'était le moment parfait. La zone, je l'ai tracée il y a bien longtemps, hein, et ça a rebondi parfaitement sur cette zone-là. Donc sur Caspa, voilà, peut-être qu'on va réintégrer cette trendline en tant que support. Et ensuite, on a les marchés financiers, le S&P 500, qui a connu une belle journée dans le rouge à la suite du discours de Jerome Powell, et qui ensuite est en train de bien tout rattraper. Et bah moi, je pense que ce serait une bonne année pour les marchés financiers, avec le point pivot de la Fed, etc. Même en moyenne, le marché financier, enfin, le S&P fait 8%. Donc là, on revient, on ressort d'une période difficile. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci serait différente simplement. Ensuite, donc, parlons de la sécurité de nos cryptos. Ah oui, parce que je voulais vous parler de ça. N'hésitez pas à nous joindre dans le groupe Telegram, franchement super sympa. On commence à être 35. Et il y a une question sur la sécurité de nos cryptos. Pourquoi est-ce qu'il faut placer nos cryptos sur nos exchanges, etc. Donc déjà, de la sécurité, rien que dans le groupe. Mais pour ça, bon, j'imagine pas que ce soit un scammer, on est encore tout petit pour l'instant. Mais quand même faire attention, c'est pas dangereux de risquer. Enfin, c'est pas dangereux de cliquer sur un lien. Il y a encore, faut toujours faire gaffe. Ce qui est très dangereux là, ce qui peut être mortel, c'est d'appuyer sur Connect Wallet. C'est ce qu'on appelle interagir avec un site. Franchement, Joey, ça peut être un gars super bien et je l'espère, mais je le connais pas. Je le connais pas et ça se trouve c'est lui qui a créé le site, etc. Donc fais attention, il faut surtout pas connecter le wallet, il faut surtout pas interagir avec des sites dans lesquels vous n'êtes pas familier. Dans le cas où vous voulez essayer, etc., je vais vous en parler plus tard. Déjà, je vais répondre à la question du Telegram, mais pourquoi est-ce qu'il faut pas laisser ces ces cryptos sur des exchanges? Déjà, ça respecte, c'est la première raison, mais la moins importante, on va dire, mais ça respecte pas trop l'idéologie de la crypto. L'idéologie de la crypto, c'est d'être soi-même propriétaire de ces cryptos, de ne dépendre à personne. On veut s'émanciper des États, on veut s'émanciper des banques. En réalité, juste d'un aspect un peu, comment dire, d'un aspect un peu psychologique, j'ai oublié le mot, mais psychologique, c'est bête de s'émanciper des banques pour aller donner tous ces avoirs à des exchanges qui sont arrêtés un peu comme des banques, tu vois. Donc ça déjà, c'est un peu bizarre. De deux, c'est tout simplement pour se protéger de cas comme FTX, ou Mt. Gox, après c'était plus longtemps, mais ça peut arriver. Qui sait, ça se trouve là, franchement on n'en sait rien. Ça se trouve, Binance, ça peut crash du jour au lendemain, et franchement, tu pourras rien y faire. Et il y en a qui ont perdu des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars sur FTX, et bah franchement, je pense qu'ils se mordent les doigts tous les soirs, parce que là, même s'ils peuvent être remboursés de ce qu'ils avaient sur FTX, ils vont se faire rembourser au prix de novembre 2022, donc au prix du bottom total. Donc le gars qui avait accumulé, qui avait timé parfaitement le marché et qui a acheté 2 BTC qu'il a laissé par flemme sur FTX en novembre 2022, et bah là il va récupérer 30 000 balles au lieu de 80-85 000 balles. Et franchement, bah, il est dégoûté. Donc, voilà. Donc ça, franchement, on n'est pas à l'abri de ça. Tu dormiras de manière plus saine. Sur ta ledger ou sur un wallet non custodial, et bah t'auras jamais cette peur. Et franchement, ça joue aussi. Et aussi, bah, après, pour t'as toutes les données, mais si t'es vraiment un peu maxi BTC, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas, mais tu peux dire, bah, l'exchange, comme Binance, si l'État lui demande quelque chose, bah, l'exchange il va tout simplement se plier à ces demandes-là, il va pouvoir tracer tous tes actifs, il va pouvoir tracer tes comptes en banque, tracer tous tes avoirs, et donc ça, pareil, encore une fois, c'est pas dans la psychologie de la crypto, c'est pas le mot psychologie, mais je l'ai oublié, c'est pas dans la philosophie, pardon. C'est pas dans la philosophie de la crypto d'avoir qu'un État puisse te suivre et te tracer à la moindre demande. Donc, et encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'un exchange fasse faillite, et ça, mieux vaut prévenir que guérir, vraiment. Je pense qu'on ne martèlera jamais assez fort là-dessus. Imagine tu perds 30% de ton wallet de manière conne comme ça par flemme. Dans la crypto, faut pas avoir la flemme. Clairement. Ensuite, autre notion, c'est ce qu'on appelle les hot wallets versus les cold wallets. C'est deux des trois types de wallets qui sont les plus communs. Je vais vous expliquer le troisième juste après. Le hot wallet, on pourrait utiliser l'exemple de MetaMask. Le hot wallet, c'est avec le site que je vous ai montré tout à l'heure de Joey qui nous a partagé sur Telegram.
imaginons, j'ai un peu dit, je pense pas que ce soit un scam, etc. Et je vais essayer le truc. Je vais pas connecter mon MetaMask où j'ai de l'argent dessus. Moi, j'ai des MetaMask que j'ai de l'argent dessus, très peu par rapport à mon capital, mais j'ai peut-être 1000, 2000 dollars. Ça reste quand même des sous. Et il y en a qui ont 10 000, 15 000 dollars. Je vais surtout pas connecter ce wallet-là à un site auquel je n'ai pas confiance. Je vais créer un nouveau MetaMask qui va être utilisé que pour ça. C'est mon MetaMask de Hot Wallet, avec une autre clé privée, etc. Et c'est celui-là que je vais utiliser pour interagir avec des DApps, donc comme le site de tout à l'heure. Et comme ça, si ce wallet se fait scam, et ben à la fin, je vais perdre que mes fees, je vais perdre que 50, 100 dollars. Ok. À l'inverse, donc c'est un hot wallet, encore la définition, c'est le wallet que tu vas utiliser pour te connecter à des DApps. Et donc avec celui-là, tu peux prendre des risques. Avec ton code wallet, tu prends un autre wallet, tu prends pas MetaMask, un fantôme ou je sais pas, n'importe quoi, une autre extension si tu veux, une autre clé privée, en tout cas un autre wallet, et avec celui-là, tu vas jamais te connecter. Tous les cryptos que tu vas acheter, tous les swaps que tu vas faire, tu vas le faire sur un hot wallet, et tu vas utiliser ton autre cold wallet pour transférer des assets et jamais le toucher. Par exemple, moi, c'est ce que je fais avec un NFT. Mon NFT, j'ai un Clonix qui coûte assez cher, je l'ai acheté 5000 dollars, et donc je le mets pas sur mon hot wallet. Parce que si je me fais siphonner, moi, mon meilleur pote s'est fait siphonner, parce qu'il mettait tout sur un hot wallet, il avait la flemme de le faire. Donc moi, j'ai envoyé mon cold wallet, mon NFT sur un cold wallet, que je touche jamais, et comme ça, je sais que mon NFT, il est safe. En revanche, c'est pas non plus la manière la plus safe de stocker ses cryptos. La manière la plus safe, c'est ce qu'on appelle des hard wallets, c'est du Ledger ou du Tandem. Ça, franchement, j'aimerais bien me renseigner. Parce que Ledger, d'habitude, c'était le roi des hard wallets. Mais malheureusement, depuis le bear market, ils ont une moins bonne image, de moins en moins une bonne image, avec... ils ont été dans la tourmente, parce qu'apparemment, ils avaient accès à nos clés privées, etc. En final, c'était juste une mise à jour, c'était une très mauvaise communication. Mais bref, dans tous les cas, pour dire qu'ils ont de moins en moins une bonne image, mais ça reste quand même le leader du marché. C'est ce qu'on appelle un hard wallet. Le hard wallet, vous ne pourrez pas bouger les cryptos qui seront dessus sans une intervention physique, donc sans avoir accès à la clé privée, et c'est clairement le seuil de sécurité maximal pour vos cryptos. Alors après, il y a une notion à comprendre, c'est que vos cryptos ne sont pas sur votre ledger. Vos cryptos, elles seront toujours sur la blockchain. Ce qui va être sur votre ledger, c'est ce qu'on appelle votre clé privée. Et donc là, vous allez avoir accès à votre clé privée qui va vous permettre de signer votre transaction. Donc après, si vous perdez votre ledger, on s'en fout. Vous pouvez l'acheter à travers la fenêtre, en vrai, c'est pas grave. Personne ne va avoir accès à votre mot de passe, hein, c'est compliqué. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est la suite de 24 mots qui va être votre clé privée, tout simplement. Et donc, dans le cas où vous la perdez, vous allez racheter notre ledger et vous allez importer votre clé privée pour avoir à nouveau accès à votre ledger. Donc ça, c'est le seuil ultime de sécurité. Malheureusement, il n'y a pas toutes les cryptos qui sont incorporées dedans. Par exemple, moi, j'ai 75% de mes cryptos, du pourcentage de mon wallet, de mon net worth, que je ne peux pas mettre sur Ledger parce que c'est pas encore incorporé dessus. Donc c'est utile pour mes, on va dire pour mes petites lignes, mais on va dire pour mon profil, j'en ai plein des Ledger. J'utilise. Mais la majorité de mon net worth, il est pas dessus. En revanche, si t'es un gars qui gère un bon père de famille, on va dire, qui a 50% de Bitcoin, 20% de TH, etc., généralement tu peux tout mettre sur ta Ledger. Ce que je te conseille de faire. En fait, cette vidéo n'est pas que c'est un investissement, mais ce qui est idéal, selon moi, c'est d'avoir sa ledger chez soi et sa clé de 24 mots autre part, dans la banque, c'est un peu con, mais quelque part d'autre. Comme ça, si, vraiment, on sait jamais, hein, faut être safe, mais si ton appartement il prend feu, et tous tes œufs ne sont pas dans le même panier, tu vois. Tu es pas chez ta mère, ou chez ta famille, tu mets ta suite de 24 mots que personne ne touche et personne ne sait ce que c'est. Donc voilà pour la sécurité de wallet, on a vu que il faut pas laisser sur des exchanges, etc. etc. Et aussi, là, je vous donne mon tips à moi. Mais c'était rigolo qu'on en parle hier, mais tout simplement, vu que moi, la majorité de mes cryptos sont sur des extensions web, c'est pas très safe, et c'est très dangereux dans le cas où je télécharge un malware. Par exemple, il y a un influenceur crypto qui avait téléchargé un mode Minecraft, et il s'est fait siphonner 400 000 dollars, ok. Et franchement, ça peut venir de nulle part, le mec il voulait jouer un soir, il a téléchargé un truc, et il s'est fait siphonner de ses wallets. Et franchement, ça peut arriver de nulle part, même si on est safe, même si on est vigilant, ça peut arriver. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait hier, je suis allé acheter un ordinateur, l'ordinateur le plus bas de gamme, et c'est l'ordinateur sur lequel je vais faire que mes cryptos. Je vais mettre tous mes wallets et je vais jamais rien télécharger. Je vais pas télécharger de Canva, de Discord, de Spotify, rien du tout. Je vais jamais l'utiliser. Je vais utiliser que pour mes transactions. Donc je vais utiliser 2 fois par an juste pour faire mes transactions. Voilà. Donc, comme ça, sur mon ordinateur que j'utiliserai tous les jours, je pourrais télécharger des documents, des softwares sans être à risque. Et je pense que ça, c'est si tu as un wallet, on va dire à plus de 10 000 dollars, on va dire que c'est quand même à faire. Du coup, voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère vous avoir apporté de la valeur sur comment protéger ces wallets. C'est assez long, mais en vrai, ça vous fait 20 minutes pour avoir toutes les bases
de protéger ses wallets. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à des gars qui sont expérimentés. Faut faire attention, mieux vaut prévenir que guérir. Et mieux vaut passer 20 minutes aujourd'hui à en apprendre là-dessus, 1 heure à acheter des trucs, à faire sur son ordinateur, son hot wallet, son cold wallet, plutôt que plus tard se mordre les doigts comme mon meilleur pote l'a fait, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent là-dessus. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao.